ne sachant pas organiser cette activité en dimanche, nous nous sommes convenus, nous comme communauté humanitaire active dans la province du Kasaï central, de célébrer cette journée aujourd'hui. Et en célébrant cette journée aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir tous ces invités ici présents. Nous vous remercions pour avoir rehaussé de votre présence et pour nous avoir accordé un peu de votre précieux temps pour cette journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est la journée mondiale de l'aide humanitaire? Nous sommes nombreux dans la salle, mais je suis sûr qu'il y en a qui ne savent pas encore ce que cela veut dire. En fait, la journée mondiale de l'aide humanitaire est consacrée aux travailleurs humanitaires et à la cause humanitaire. Pourquoi consacrée aux travailleurs humanitaires et à la cause humanitaire? C'est puisqu'il y eut un certain 19 août 2003, voilà, où par des actes terroristes, il y a eu un nombre des acteurs humanitaires qui ont été ciblés dans un des sièges des Nations Unies. Et cette journée-là, la communauté humanitaire avait perdu 22 personnes. Et parmi ces 22 personnes, il y avait un représentant du secrétaire général des Nations Unies. Et depuis ce jour-là, la communauté humanitaire avait décidé de commencer de célébrer ce jour comme étant le jour où nous tous, nous devons nous souvenir des atrocités, des violences, ainsi que de pertes en vies humaines que subissent les acteurs humanitaires dans leurs activités. Au même moment, c'est un jour où nous devons ensemble nous souvenir que nous devons mener ce plaidoyer pour que les acteurs humanitaires, les personnes civiles, ainsi que leurs biens ne soient pas considérés comme étant cibles humanitaires. Ainsi, en décembre 2008, l'Assemblée générale a pris la décision de célébrer la journée mondiale humanitaire afin de contribuer à sensibiliser le public au travail humanitaire et du personnel des Nations Unies qui travaille à défendre la cause humanitaire. Également, cette journée doit être célébrée pour rendre hommage à l'ensemble du personnel humanitaire. Cette journée doit être également célébrée pour contribuer à la sensibilisation du public au travail humanitaire, à l'importance de la coopération internationale. Et cette journée doit les souvenirs de ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà les raisons pour lesquelles l'Assemblée générale des Nations Unies a opté pour cette journée de l'aide humanitaire pour effectivement ces trois finalités. Alors, nous devons, comme acteurs humanitaires, faire de notre mieux pour que le meilleur moyen de garantir que les travailleurs humanitaires soient remplis leur mission puisse consister à mener davantage d'opérations de sensibilisation et à promouvoir les principes fondamentaux du travail humanitaire. J'ai retourné dessus. Ça doit être le meilleur moyen pour nous, acteurs humanitaires, plutôt le meilleur moyen de garantir que les travailleurs humanitaires soient en mesure de remplir leur mission qui consiste à mener davantage d'opérations de sensibilisation et de promouvoir les principes fondamentaux du travail humanitaire. Les principes sont au nombre de 4, en tout cas les fondamentaux sont au nombre de 4, et il s'agit du principe de l'humanité, du principe de l'impartialité, du principe de la neutralité et du principe de l'indépendance. Et puisque nous abordons le point sur les principes humanitaires, disons que les principes humanitaires offrent les bases de l'action humanitaire. Et ces principes occupent une place centrale dans l'établissement et le maintien de l'accès aux populations touchées, que ce soit dans le cadre d'une catastrophe naturelle, d'un conflit armé ou d'une situation d'urgence complexe. Ces
principes qui sont au nombre de 4 sont dans 2 grandes résolutions des Nations Unies. Il s'agit de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies, résolution adoptée en 1991. Et ce sont, dans cette résolution, nous pouvons facilement trouver les 3 premiers principes, c'est-à-dire le principe de l'humanisme, le principe de la neutralité et le principe de l'impartialité. Le dernier principe, qui est le principe de l'indépendance opérationnelle, et se trouve dans la résolution 58/114 adoptée en 2004 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, si nous pouvons placer un mot par rapport à chacun de ces principes-là, nous allons commencer par le principe de l'humanisme. Ces principes nous appellent, nous, là je vois tant les acteurs humanitaires, les autorités étatiques, les membres de la société civile, puisque tous nous sommes représentés dans cette salle. Ces principes nous appellent à alléger les souffrances humaines, où qu'elles soient. Puisque l'objectif de l'action humanitaire est de protéger des vies et la santé, en plus de garantir le respect des êtres humains. Le principe de l'humanisme repose sur l'idée que les victimes sont avant tout des êtres humains comme nous, et pas même la guerre ne peut le priver du minimum qu'exige le respect de la personne humaine, à commencer par le droit à la vie. Et donc, c'est principalement par humanisme que tout acteur humanitaire prend son courage de braver les dangers, d'aller dans des zones difficiles d'accès, d'aller dans des zones où le conflit est encore très chaud, pour essayer d'alléger la souffrance des personnes qui sont dans les besoins et qui ne sont pas partis au conflit, mais malheureusement qui ont été attrapés par ce conflit-là. Le deuxième principe, qui est le principe de la neutralité, est un principe qui appelle les acteurs humanitaires à s'abstenir de prendre part aux hostilités et en tout temps aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique. Pourquoi ces acteurs doivent en fait s'abstenir de prendre part aux hostilités et ainsi qu'aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique? C'est parce que ces acteurs humanitaires sont appelés à se rendre dans des zones où existent des personnes qui ont des points de vue divergents. Et puisqu'ils doivent aller assister des personnes dans des zones où le point de vue ne sont pas le même, ils doivent faire de leur mieux pour demeurer neutres, afin que l'aide humanitaire ne puisse pas avoir une quelconque coloration, afin qu'ils ne trouvent pas d'obstacles qu'ils interviennent dans une zone où il y a soit des acteurs qui ne sont pas pour, par exemple, qui ne partagent pas le même point de vue que les autorités du lieu de leur provenance. Ainsi, dans une zone sous contrôle d'un pouvoir autre que le gouvernement, les actions humanitaires n'impliquent pas une reconnaissance ni une légitimation de l'autorité qui a le contrôle sur les lieux. Parce que dans certaines circonstances, il y en a qui peuvent penser que parce que les acteurs humanitaires se rendent dans une zone X où il est considéré comme étant une zone à prédominance sous contrôle d'un groupe autre que les autorités gouvernementales, ces acteurs humanitaires sont partis là pour essayer de comploter contre le gouvernement. Ça n'est pas le cas. Comme je l'ai dit, les acteurs humanitaires ne sont motivés que par l'humanisme, que par la volonté, le courage, la détermination d'alléger la souffrance des personnes civiles qui sont dans le besoin
d'une assistance au moment où il y a soit une situation de conflit, soit une situation de catastrophe qui les contraignent à une vie qui n'était pas la leur avant. Il y a en troisième position le principe de l'impartialité. Le principe de l'impartialité. Ce principe nous dit que l'aide humanitaire doit être distribuée sans distinction des races, de nationalité, d'ethnie, de religion, de conditions sociales et d'appartenance politique. Les acteurs humanitaires, lorsqu'ils apportent l'aide, ils ne voient pas l'ethnie de la personne qui doit bénéficier de l'aide. Ils ne voient pas sa religion, musulman, catholique, protestant ou pas. Il est avant tout une personne humaine. Et comme personne humaine, il doit bénéficier de l'assistance. Il ne voit jamais les conditions sociales. C'est-à-dire lorsqu'une catastrophe arrive, lorsqu'une situation de catastrophe arrive, lorsqu'il y a une situation de conflit, en un certain moment, le rang social tombe. Et du coup, même tout celui qui était dans une position confortable peut se retrouver dans une situation de vulnérabilité qui va faire que les acteurs humanitaires doivent l'assister sans tenir compte de son appartenance, moins encore de l'appartenance politique de cette personne. Puisque les acteurs humanitaires, comme je l'ai dit, ils sont appelés à être neutres. Et leur neutralité les amène à assister même quelqu'un qu'il soit de la majorité de l'opposition, c'est comme ça qu'on les appelle ici, il mérite d'être assisté du fait que c'est un être humain et comme être humain, il faudrait qu'on l'en soulage sa souffrance chaque fois qu'il y a une situation qui exige que cette souffrance soit soulagée. Enfin, il y a le principe de l'indépendance opérationnelle. J'insiste bien, c'est le principe d'indépendance opérationnelle, parce que ça peut prêter à certaines confusions, à certaines confusions, je voulais dire. Dans ce principe, il est dit que les différentes phases de la réponse humanitaire, les phases qui commencent de l'évaluation des besoins jusqu'au suivi et évaluation de l'impact. Ces phases-là seront exécutées de manière indépendante par les acteurs humanitaires. Et comment cela peut se comprendre? Ça peut se comprendre dans ce fait-là que si l'acteur humanitaire intervient dans une zone sur base des orientations, par exemple des acteurs politiques, l'aide qu'il apporte risque d'avoir une coloration politique. Et lorsque l'aide a une coloration politique, cette aide risque d'être à la fois un danger et source de vulnérabilité, et pour l'acteur qui a apporté l'aide, et pour la personne qui doit bénéficier de l'aide, puisque il est clair que dans chaque zone géographique, dans chaque circonscription géographique, les gens n'ont pas toujours la même conception des choses, du moins sur le plan politique. Mais les gens peuvent tous avoir le même besoin sans avoir les mêmes convictions politiques, d'où l'acteur doit mener ses activités en indépendance sur le plan opérationnel. Disons en dernier dans ce point sur l'indépendance opérationnelle, que l'humanité ne sera pas influencée par des considérations d'ordre politique, économique ou militaire. Il est une fois dans ce grand Congo où les acteurs politiques n'ont pas observé ce principe d'indépendance opérationnelle. Dans une des provinces de la République démocratique du Congo, ils sont partis, ils ont été obligés d'amener certains acteurs dans des zones où il y avait tout autour de la zone des positions de ce qu'on qualifie parfois des mouvements rebelles. Mais ils sont arrivés dans cette zone-là, c'était dans une zone de santé. Ils arrivent avec les acteurs humanitaires et les acteurs qui amenaient l'aide, les autorités qui devaient accompagner les acteurs humanitaires pour distribuer de l'aide,
ils ont pris le devant pour dire que l'aide qui a été apportée, c'est une aide qui est venue des autorités. Et qu'est-ce qui s'est passé une semaine après? C'est que tout ce que les acteurs ont amené a été brûlé par la suite. Lorsque nous avons essayé de vérifier pour quelles raisons ces biens ont été brûlés, on a fini par comprendre que dans la foule des personnes qui étaient présentes lors de la distribution de l'assistance, il y avait certains espions, ou je vais dire certaines personnes déléguées par ces milices ou ces groupes armés, et dès qu'ils ont entendu cela, ils sont partis rapporter l'information au niveau de leurs bases respectives, et une semaine après, c'était un centre de santé qui était doté à l'intérieur, en état de santé. Le centre de santé a été brûlé. C'était des ménages qui ont bénéficié de quelques appuis en termes d'assistance. Ces intrants ou cette aide qui a été donnée a été pillée quelques temps après. Et tout cela parce que le mouvement rebelle qui était dans le lieu où les artères intervenaient était contre l'autorité qui était établie au niveau du chef-lieu de la province. Cela a constitué à la fois un problème pour la population victime qui a bénéficié de l'aide et qui a vu cette aide se transformer en vulnérabilité pour elle. Cela a constitué aussi un problème pour les acteurs humanitaires qui sont venus avec l'aide, puisque ces acteurs humanitaires ont reçu une coloration politique. Et donc, comme acteurs humanitaires, nous sommes appelés, parce que ces principes nous sont destinés en premier lieu, nous sommes appelés à chaque fois que nous voulons apporter une assistance dans une zone, de bien observer ces principes-là, insister encore pour que ces principes soient respectés, parce que si ces principes ne sont pas respectés, cela peut constituer un problème tant pour nous que pour les personnes assistées. Alors, quelle est l'importance des principes humanitaires pour la République démocratique du Congo? L'environnement est parfois jonché de l'insécurité récurrente, c'est que si nous n'observons pas ces principes humanitaires, l'aide que nous apportons risque d'affecter davantage des millions de personnes, ainsi que les personnes humanitaires que nous sommes. Et les besoins humanitaires sont souvent le plus présents dans les zones reculées, ça nous devons savoir, et des zones parfois où l'autorité de l'État est parfois très peu ressentie. Il faudrait que chaque fois que nous agissons, chaque fois que nous voulons mener des activités, nous nous souvenons que nous sommes acteurs humanitaires et que notre aide doit être faite dans le respect strict des 4 principes humanitaires. Puisque la sécurité des acteurs humanitaires ainsi que l'accès aux personnes vulnérables dépend de l'observance de ces principes humanitaires. Puisque nous parlons de l'accès, permettez que j'écrive un mot sur le point de l'accès. Arrête de bouger. On demande d'arrêter de bouger. Alors, nous sommes sur le point de l'accès humanitaire. Et parlant de l'accès humanitaire, nous devons d'abord commencer par comprendre qu'est-ce que signifie l'accès humanitaire. En fait, l'accès humanitaire, c'est la capacité pour les acteurs humanitaires à atteindre les populations touchées par la crise et aussi une capacité pour la population touchée par une crise à avoir accès à l'aide et aux services humanitaires. L'accès humanitaire, c'est la capacité pour les acteurs humanitaires d'atteindre la population touchée par une crise quelconque. Et au même moment, la capacité pour ces acteurs, pour la population affectée, pour la population affectée d'avoir accès à l'aide et aux services humanitaires.
Alors, l'accès humanitaire est un préalable indispensable à toute action humanitaire efficace. Et un plein accès sans obstacle est essentiel à la mise en place d'une action humanitaire, à l'acheminement des biens et du personnel là où ils sont nécessaires et à la distribution des biens humanitaires, à la fourniture des services de santé et au développement d'autres activités. Un plein accès permet également aux populations touchées de bénéficier pleinement de l'aide et des services mis à leur disposition. L'accès aux populations affectées inclut aussi l'accès à l'information. L'information sur leurs droits, l'information sur où trouver l'aide humanitaire, etc. Pourquoi nous revenons sur l'accès humanitaire? C'est puisque dans la région du Kasaï, et particulièrement dans la province du Kasaï central, il s'est fait ressentir de plus en plus ces besoins pour les acteurs humanitaires d'accéder aux personnes qui sont affectées par les différentes catastrophes, telles par exemple le conflit africain, qui ont entraîné des mouvements de population et qui, pour le moment, puisque c'est la tendance pour cette année et peut-être pour la deuxième moitié de l'année 2017, accéder aussi aux personnes retournées. Alors, ces acteurs font face à plusieurs contraintes. Et ces contraintes sont entre autres des menaces, des pressions contre la population, puisque la population, il y en a de ces proches-là, où la population continue d'être contrainte au déplacement du fait de l'existence des proches de certaines milices encore dans la province. Et il y a aussi des possibilités de représailles des victimes d'exactions qui se font ressentir. Alors, il y a plusieurs tracasseries auxquelles font face les acteurs humanitaires et le plus ressenti, c'est principalement à chaque fois qu'ils veulent acheminer de l'aide humanitaire vers la population vulnérable dans des zones reculées. Parfois, ils arrivent à certains endroits, ils sont obligés de payer le droit pour accéder aux personnes qui sont dans le besoin. Et généralement, ce sont des barrières qui sont informelles, des barrières érigées par certains services de sécurité, malheureusement, des barrières qui se transforment en barrières payantes pour la population et pour les acteurs. Merci. Alors, il y a aussi des obstacles liés au climat, à la topographie des lieux et au manque d'infrastructures. Il y a aussi des contraintes liées au détournement de l'aide humanitaire, aux ingérences dans la distribution de l'aide et à la mise en œuvre des activités. Il y a également des contraintes liées aux combats en cours et opérations militaires. Il y a aussi des contraintes liées aux attaques contre le personnel humanitaire, les biens et les infrastructures humanitaires et sociaux de base. Toutes ces contraintes ne sont pas réunies dans la province du Kasaï central. Il ne faudrait pas que l'on pense que toutes ces contraintes citées ici sont des contraintes répertoriées dans la province du Kasaï central. Il y en a certaines, bien sûr, mais il y a d'autres qui se retrouvent dans plusieurs autres provinces. Et puisqu'on parle des attaques contre le personnel humanitaire, nous vous informons que pour la République démocratique du Congo, les attaques sont de plus en plus rapportées dans la province du Nord Kivu. Et peut-être pour ceux-là qui ne le savent pas, depuis 2003 jusqu'à date, la communauté humanitaire a déjà perdu environ 4000 personnes. 4000 personnes appelées à servir l'humanité qui ont perdu leur vie en leur fonction chaque fois qu'ils intervenaient pour alléger la souffrance des personnes qui sont dans les besoins. C'est beaucoup et nous sommes tous appelés à œuvrer pour que les acteurs humanitaires soient bien protégés, pour que les acteurs humanitaires ne soient pas une cible dans leurs activités. Si on essaye de diviser ce nombre-là par année,
on tombe dans une moyenne de 300 personnes par an. 300 personnes